Bonjour quatrième, ça va? نشتغلكم أنا. Il reste qu'on va faire aujourd'hui c'est la correction du devoir, mais à la fin de la séance je vais introduire un nouveau chapitre. Mais comme d'habitude je commence par un petit rappel. Donc ce qu'on a fait la dernière fois, on a vu comment repérer des points dans un plan. Donc on doit travailler dans un plan, c'est-à-dire on doit avoir des points qui se trouvent sur la feuille, au tableau. Donc on doit travailler alors dans un plan ou bien on doit avoir un repère à deux dimensions. Donc, on a vu pour repérer des points dans un plan, on a besoin de deux nombres. En précisant l'origine du repère et les axes, on doit alors deux axes et de l'origine on doit parler, ou bien on doit préciser combien on doit avancer de l'origine et combien on doit monter à qui suivant les axes du repère. Donc c'est pour cela on a vu alors qu'est-ce qu'un repère à deux dimensions. Et j'ai déjà donné la remarque, on a pour repérer des points qui se trouvent dans l'espace, on a besoin d'un repère à trois dimensions, car il faut préciser de l'origine combien il faut avancer, combien il faut monter et combien il faut entrer pour pouvoir découvrir l'espace. Ok? Donc, dans un repère à deux dimensions, c'est à nous d'inventer le repère. Donc, on précise une origine et on précise les axes. Est-ce que c'est obligatoire que les axes soient perpendiculaires? Non. Donc, on peut avoir un repère quelconque. On peut avoir un repère dont les axes sont perpendiculaires parce qu'on choisit deux unités différentes ou bien deux échelles différentes pour les deux axes. Comme on peut travailler dans un repère orthonormal, c'est-à-dire les axes sont perpendiculaires et on a la même échelle ou bien la même unité pour les deux axes. D'habitude, en quatrième, on a ce repère-là. Donc, on doit travailler dans un repère orthonormal. Donc, on doit avoir la même unité pour les deux axes. Chaque carreau, ça doit être une unité pour l'axe de l'abscisse, chaque carreau, ça doit être une unité pour l'axe des ordonnées. Ok? Donc, l'objectif du chapitre, c'est savoir placer des points. On a vu comment on place des points. De l'origine, on avance, puis on monte. C'est pour cela qu'il faut préciser les coordonnées du point. Supposons on a par exemple un point A de coordonnées 2, 3. Donc, si je veux placer ce point dans le premier repère, on dit on doit avancer deux unités, une, deux unités, puis on veut monter suivant l'axe des abscisses. On doit monter d'une façon pareille à l'axe des abscisses. Combien d'unités? Deux unités. On monte 2, 3, 3 unités. 1, 2, 3, je trouve là le point A. Ok? Donc, supposons que je veux placer le point A dans le dernier repère qui est le repère orthonormé ou bien orthonormal. On avance deux unités, puis on monte perpendiculairement 3 unités. 1, 2, 3 unités. Voilà alors le point A. Ok? Donc c'est de cette façon on place des points. On a vu des cas particuliers. Le point se trouve sur l'axe exprime en X dans le cas où on avance et on ne monte pas, c'est-à-dire lorsque l'ordonnée c'est 0, le deuxième nombre. Je vous rappelle que le premier nombre on le nomme abscisse, le deuxième on le nomme ordonnée. Un point se trouve sur l'axe des ordonnées lorsqu'on ni avance ni on recule, juste on monte, lorsque l'abscisse est égal à 0. Et vous avez juste un objectif dans ce chapitre, c'est comment calculer les coordonnées du milieu d'un segment. Pour calculer les coordonnées du milieu d'un segment, il suffit d'appliquer la formule, la moyenne des abscisses et la moyenne des ordonnées des extrémités des segments. Et ainsi, on a I au milieu du segment AB, donc, et je connais les coordonnées des points A et B. Donc, est-ce qu'on peut trouver les coordonnées du milieu du segment AB? Oui, tout simplement en appliquant la formule. L'abscisse du point I, c'est la moyenne des abscisses des points A et B. L'ordonnée du point I, c'est la moyenne des ordonnées des points A et B. Ok? Supposons là, on a un point B, par exemple, de coordonnées 4, 1. Ok? Donc, je dois avancer 4 unités, 2, 3, 4. Je veux monter une unité. Voilà le point B. Alors, est-ce que je peux trouver les coordonnées du point I qui est le milieu du segment AB? Regardez. Voilà alors le segment AB. C'est le milieu du segment AB. Je dois essayer de lire les coordonnées du point I. Donc, comment je calcule les coordonnées du point I? En appliquant la formule. Donc, par hypothèse ou bien par donnée, on a I est le milieu du segment AB. Je peux calculer les coordonnées du point I? Oui, vous dites I est le milieu du segment AB. Alors, X de I, c'est la moyenne des abscisses sur 2. Y de I, c'est la moyenne des ordonnées sur 2. On remplace chacun par sa valeur. L'abscisse du point A, c'est 2. L'abscisse du point B, c'est 4. Donc, la moyenne de 2 et de 4, c'est 3 alors. Donc, y de i, quand même, c'est la moyenne des ordonnées. Donc, 3 plus 1 sur 2, on trouve 2. Donc, les coordonnées du point i sont alors 3 et 2. On doit vérifier maintenant notre calcul. De l'origine, je dois avancer 3 unités pour atteindre le point i.
puis je veux monter 2 unités, 1, 2 unités, alors exactement j'ai le point I, donc on a bien calculé les coordonnées du point I. Ok? On passe maintenant à corriger le devoir. Dans l'exercice 21, nous ont proposé qu'on travaille dans un repère d'axe perpendiculaire. Yani, ils n'ont pas dit que le repère c'est orthogonal, c'est-à-dire vous avez le choix de prendre soit la même échelle pour les deux axes ou non. J'ai pris la même échelle car on a des petits nombres, on n'a pas des grands nombres. Ok? Donc on considère un repère d'axe perpendiculaire. On a les points A de coordonnées moins 2, 3, B de coordonnées 3, moins 1 et C de coordonnées 2, 2. Petit a, placer les points A, B et C. Donc je commence par placer le point A. Donc de l'origine, je dois avancer ou bien je dois reculer 2 unités. Puis je veux monter 3 unités. Je monte 1, 2, 3 unités. Voilà alors le point A. Alors on place le point B de coordonnées 3, moins 1. On doit avancer 3 unités. Puis on doit descendre 1 unité. Donc voilà le point B. Vous comprenez comment je place les points? Oui, j'avance 3 unités, puis je descends 1 unité. Alors le point C c'est de coordonnées 2, 2. Donc de l'origine je dois avancer 2 unités, puis je veux monter 2 unités. Donc on avance 2 unités, puis on monte 2 unités. Donc vous trouvez alors le point C. Ok? Donc voilà alors les points A, B et C. Donc, petit b, calculer les coordonnées du point S milieu du segment BC. Donc, pardonnez, on a S et le milieu du segment BC. Donc, je veux placer le point S, c'est le milieu du segment BC. Donc, voilà le segment BC. Donc, on place le point S. Voilà le point S. Même on peut coder car, comme S est le milieu du segment BC, donc S partage le segment en deux segments de même mesure. Vous prenez la couleur d'intelligence et vous codez. Donc, calculer les coordonnées du point S. Donc, je vous rappelle, maintenant on est capable de calculer les coordonnées d'un point qui est le milieu d'un segment. C'est ça notre programme en quatrième. Ok? En troisième, vous avez une autre technique pour calculer les coordonnées d'un point. À chaque fois, il demande de calculer les coordonnées d'un point. On souhaite que le point soit le milieu d'un segment. Donc, est-ce que S est le milieu d'un segment? Oui. S est le milieu de quel segment BC? Est-ce que les coordonnées des points B et C sont connues? Oui, voilà les coordonnées des points B et C. Alors, on peut calculer les coordonnées du point S. Donc, on écrit S est le milieu du segment BC. Donc, et on fait le calcul. Donc, l'abscisse du point S c'est égal la moyenne des abscisses. Donc, x de B plus x de C sur 2. L'ordonnée du point S c'est la moyenne des ordonnées y de B plus y de C sur 2. On remplace chacun par sa valeur. L'abscisse du point B c'est 3. L'abscisse du point C c'est 2. Donc 3 plus 2 sur 2, ça nous donne 5 sur 2. Donc on peut l'écrire sous forme d'un décimal 2,5. Y de B plus y de C sur 2, donc c'est 1 plus 2 le tout sur 2, c'est 3 sur 2, alors c'est 1,5. Donc soit S de coordonnées 2,5, 1,5. Alors on doit vérifier notre calcul. Donc de l'origine je dois avancer 2,5 unités, on doit voir. On doit avancer 1, 2, voilà, 0,5 unités, c'est vrai. Puis on doit monter donc 1,5 unités, là on a mal fait. Ok? Donc, est-ce que j'ai bien calculé le coordonnée du point S? Non. Où est ma faute? J'ai mal copié l'ordonnée du point B. L'ordonnée du point B c'est combien? C'est moins 1. Yani là je dois mettre moins 1 plus 2 le tout sur 2, donc ça doit être 1 sur 2, donc ça doit être 0,5. Alors je vérifie mon calcul. Là, j'avance 2,5 unités, puis je monte combien? 0,5 unités. On a bien fait le calcul. Donc vous avez vu l'importance alors de vérifier votre calcul. Donc juste vous faites le calcul, vous calculez les coordonnées du point donné en appliquant la formule, puis vous vérifiez votre calcul. Yani, est-ce que les coordonnées du point S sont 2,5, 0,5? On vérifie, oui, c'est vrai. Ok? Alors, petit c, c'est la question la plus importante dans l'exercice. On doit tracer la parallèle menée de S à AB. Donc, on doit tracer la parallèle menée de S à AB. Voilà alors AB.
Donc, la parallèle à AB qui passe par S, qui doit couper AC en T. Donc, voilà alors le point T. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on doit ajouter dans l'hypothèse de bien pardonner? On trace les droites parallèles. Quelles sont les droites parallèles? ST et AB. Donc, on ajoute pardonner. On a alors ST, la droite ST, c'est parallèle à la droite AB. La question est la suivante. Calculer les coordonnées du point T. On doit chercher les coordonnées du point T là. Comment je calcule les coordonnées d'un point? On sait qu'une seule méthode. On souhaite que le point soit le milieu d'un segment. Est-ce que T est le milieu d'un segment? On regarde la figure, qu'est-ce qu'on dit? Le point T semble être le milieu de quel segment? AC. Donc, on ne peut pas dire le point semble être le milieu, alors les coordonnées du point sont les moyens, moyennes des abscisses, moyennes des ordonnées. Là, on doit être sûr que T est le milieu du segment AC. Donc, est-ce qu'on est capable de démontrer que T est le milieu du segment AC? Yann, pour calculer les coordonnées du point D, ok, on doit démontrer que T est le milieu du segment AC. Donc, la première question à poser, est-ce que T est le milieu du segment AC? On doit faire la démonstration. Si T est le milieu du segment AC, on passe à calculer les coordonnées du point T. Donc, la deuxième étape, coordonnées du point T. Donc, notre démonstration ou bien notre calcul, c'est basé de deux étapes. Donc, la stratégie consiste à démontrer que T est le milieu du segment AC, puis calculer les coordonnées du point T. Alors, comment je veux démontrer que T est le milieu du segment AC? On revient à la question. Comment démontrer qu'un point est le milieu d'un segment? Soit on démontre que le point partage le segment en deux segments de même mesure, c'est la méthode de la classe du sixième. Soit on démontre, ou bien on applique le théorème des milieux, soit dans un trapèze, soit dans un triangle. Est-ce qu'on a un triangle devant nous? Oui, on a un triangle ACB. Est-ce que je connais le milieu d'un de ces côtés? Oui, je connais le milieu du segment BC. Est-ce que je connais la parallèle qui passe par C à un côté de ce triangle? Oui, ST c'est parallèle à AB. Donc, obligatoirement, ST doit couper le troisième côté en son milieu. Donc, c'est pour cela T c'est le milieu du segment AC. Yann, on commence par démontrer que T est le milieu du segment AC en appliquant le théorème des milieux. On a le milieu d'un segment. On a tracé la parallèle au deuxième côté de ce triangle qui doit couper l'autre côté en son milieu. Donc, appliquons alors le théorème du milieu dans un triangle. Dans le triangle ABC, on précise le milieu d'un côté. On a déjà S et le milieu du segment BC, c'est pardonné. Donc, on a la parallèle, on a ST. C'est parallèle à AB, c'est aussi pardonné. Il faut vérifier que T appartient à AC. Donc, c'est aussi pardonné car ils ont dit la parallèle coupe AC en T. Donc, c'est pardonné. Donc, ces trois informations sont suffisantes pour dire que S est le milieu du segment, T est le milieu du segment AC. Donc, T est le milieu du segment AC, car vous dites dans un triangle, la droite qui passe par le milieu d'un côté et qui est parallèle à un deuxième côté, elle coupe le troisième côté en son milieu, vous écrivez vous-même le théorème. Alors on passe à la deuxième étape de la démonstration, calculez alors les coordonnées du point T. Donc comme T est le milieu du segment AC, donc on fait le calcul, l'abscisse du point T, c'est la moyenne des abscisses des points A et C, x de A plus x de C sur 2. On fait le calcul, l'abscisse du point A c'est moins 2, l'abscisse du point C c'est 2. Donc moins 2 plus 2, le tout sur 2, c'est 0 sur 2, ça nous donne 0. Donc l'ordonnée du point T, ça me donne y de A plus y de C sur 2. Y de A c'est 3, Y de C c'est 2, donc c'est 3 plus 2, le tout sur 2, c'est 5 sur 2. Donc soit T de coordonnées 0, 5 sur 2 ou bien 0, 2,5. Vérifions alors notre calcul, regardez. Donc, pour atteindre le point T, je ne dois pas ni avancer ni reculer, juste je veux monter 2,5 unités, voilà le point T. Ok, donc on a bien fait le calcul. Alors comment je peux poser cette question d'une autre façon?
au lieu que je vous demande de calculer les coordonnées du point T, je vous demande de démontrer que T est un point sur l'axe des ordonnées. Comment vous démontrez qu'un point est sur l'axe des ordonnées si son abscisse est égale à 0? Donc le problème revient à calculer l'abscisse du point T. Pour calculer l'abscisse, on doit démontrer que T est le milieu pour pouvoir appliquer la formule alors. Ok? Donc c'est ça la correction de l'exercice 21. Je passe à corriger l'exercice 24 maintenant. Donc, on considère alors un repère d'axe perpendiculaire. Ils n'ont pas dit que le repère c'est orthonormé. C'est pour cela que vous pouvez choisir deux échelles différentes. J'ai choisi la même échelle pour les deux axes. On a les points E, F et G. Connaissant ces coordonnées, petit a, placer les points E, F et G. Donc pour le point E, on doit reculer une unité, puis on doit descendre une unité. Donc on recule une unité, puis je veux descendre 2 unités. On descend 2 unités. Voilà alors le point E. Le point F c'est de coordonnées moins 3, moins 3. Donc on doit reculer 3 unités, puis on doit descendre 3 unités suivant l'axe des ordonnées. On descend 1, 2, 3. Voilà alors le point F. Le point G c'est de coordonnées moins 2, 2. On recule 2 unités, on monte 2 unités. On monte 1, 2 unités. Voilà le point G. Ok? Donc voilà alors les points E, F et G. Donc c'est E, c'est F et c'est G. Calculez les coordonnées du point I qui est le milieu du segment EF. Vous remarquez, à chaque fois il demande de calculer les coordonnées d'un point, le point c'est le milieu d'un segment. Sinon on ne peut pas calculer les coordonnées du point. Ok? Donc on a I et le milieu du segment EF. Voilà alors. C'est le segment EF. On doit placer son milieu. Donc c'est le point alors I. Donc on code. Donc je vais nommer là le point E. Vous voyez quand je fais le codage. Ok? Vous pouvez utiliser la couleur rouge. C'est de notre intelligence. Calculer les coordonnées du point I, on peut calculer simplement les coordonnées du point I, comme il est le milieu d'un segment. Donc pour calculer ce coordonnées, on applique la formule moyenne des abscisses, moyenne des ordonnées. Donc, on dit I est le milieu du segment EF. Donc, l'abscisse du point I, c'est la moyenne des abscisses. L'ordonnée du point I, c'est la moyenne des ordonnées. Donc, x de E plus x de F sur 2, c'est moins 1, plus moins 3, le tout sur 2, ça nous donne moins 4 sur 2, donc c'est moins 2. Y de E plus y de F sur 2, moins 2 plus moins 3, le tout sur 2, ça nous donne moins 5 sur 2, ou bien moins 2,5. Donc, soit I de coordonnées, moins 2, moins 5 sur 2. On vérifie notre calcul. On doit reculer 2 unités, c'est vrai. Puis on doit descendre 2,5 unités, 2,5 unités. Donc on a bien calculé les coordonnées du point I. Alors on passe à la dernière question, c'est la question la plus importante. Ok? Cette fois, on a à calculer les coordonnées d'un point parce que le point n'est pas le milieu d'un segment. Comment faire? Bien. Donc petit c, calculer les coordonnées du point L, qui est le quatrième sommet du parallélogramme FLEG. Ok? Donc avant tout, on doit placer le point L. Le point L, c'est le quatrième sommet du parallélogramme FLEG. Donc la question, où se trouve le point L? Et on doit compléter le parallélogramme qui est formé par les sommets FLEG. Parce qu'avant, je veux faire une petite figure devant vous. Supposons là c'est F, là c'est E, et là c'est G. Donc, comment je veux placer le point L de façon que FLEG soit un parallélogramme? N'oubliez pas, pour nommer le parallélogramme, on doit suivre un même ordre. Donc, FLEG. Donc là, vous avez F. Ok? Le point L, ça doit être ou bien de ce côté, ou bien de ce côté. Oui ou non? Donc, supposons que c'est le point L. C'est quoi le nom du parallélogramme? Ce sera F, L, G,
E. C'est le parallélogramme que je veux déterminer? Non. Donc j'ai bien placé le point L? Non. Pourquoi là? Dans ce cas, on a le parallélogramme FLGE. Mais qu'est-ce qu'ils ont proposé? FLEG doit être le parallélogramme. Donc ça doit être où le point L? De l'autre côté. Donc on a alors F, L, E, G. C'est le parallélogramme que je veux le déterminer. Voilà le point L. Donc, s'il vous plaît, avant de placer le point L, il faut déterminer la position du point L. Le point L, c'est de quel côté? De ce côté ou bien de l'autre côté? Donc, comment on précise? C'est d'après le nom du parallélogramme. Quel est ce parallélogramme? C'est F, L, E, G. Donc, supposons là c'est F, ça doit être là, L, pour contenir alors le tour E, puis G. Donc, je complète le parallélogramme. On a vu qu'il est de l'autre côté. Vous pouvez le tracer avec à main levée. Vous tracez un parallélogramme. Vous le nommez FLEG. FLEG. Ok? Donc, quels sont les côtés qui sont parallèles? On a FL et GE comment sont parallèles? Donc, FL et EG sont parallèles. Là, c'est GE. Ça doit être parallèle à FL. Alors, les deux autres côtés parallèles, FG et LE. Donc, FG et LE comment sont alors parallèles? Voilà alors le point L. Ok, vous avez compris comment j'ai placé le point L? Donc, au début, on passe à placer le point L. On a placé le point L. Il demande de calculer les coordonnées du point L. Et là, pour calculer les coordonnées d'un point, on souhaite que le point soit le milieu d'un segment. Est-ce que le point L est le milieu d'un segment? Non. Alors, comment faire le calcul? Donc, regardez ce qu'on doit remarquer. Donc, le point L n'est pas le milieu d'un segment. Mais on peut définir une phrase qui contient le point L avec le mot milieu. Donc, supposons je vous demande de reformuler une phrase qui contient le point L avec le mot milieu. Qu'est-ce que vous dites? Donc, on dit tout simplement I est le milieu de la diagonale GL du parallélogramme. Car dans un parallélogramme, les diagonales ont le même milieu. Comme I est le milieu de la diagonale FE, alors I est le milieu de la diagonale GL. On est capable de reformuler une phrase qui contient le mot milieu et le point L. Quelle est cette phrase? Que I est le milieu de la diagonale GL. Donc on a I est le milieu de la diagonale GL. C'est quoi l'avantage de connaître une telle information? C'est-à-dire l'abscisse du point I, c'est l'abscisse du point G plus l'abscisse du point L, le tout sur 2. Sur 2. Ok? Est-ce que l'abscisse du point I c'est connu? Là, j'écris oui, c'est connu. L'abscisse du point I c'est combien? Moins 2. L'abscisse du point G c'est connu? Oui, c'est connu, c'est aussi moins 2. L'abscisse du point L c'est connu? Non, c'est la question. Qu'est-ce que je fais alors d'une façon indirecte? J'ai reformulé le calcul en quoi? En une équation à résoudre. C'est une équation du premier degré d'un connu x du point L. Comment on résout une telle équation? Comme on a un truc de fraction, on peut appliquer le produit, on croit et on travaille. Pour calculer les coordonnées du point L, là, on a des équations à résoudre. On a une équation à résoudre pour calculer l'abscisse du point L. On a une autre équation à résoudre pour calculer l'ordonnée du point L. Je répète, c'est le même principe. Pour trouver les coordonnées d'un point, on souhaite d'avoir le milieu, que ce point soit le milieu d'un segment. Or là, le point L n'est pas le milieu d'un segment parce qu'on est capable de reformuler une phrase avec ce point et le mot milieu. Quelle est cette phrase? Que L c'est le milieu du segment, I est le milieu du segment GL. Donc, on commence par dire, dans le parallélogramme GFLE, on a I est le milieu de la diagonale GL, car dans un parallélogramme, les diagonales ont le même milieu. Ok? Ou bien tout simplement, regardez ce que je veux dire, dans le parallélogramme GFLE, on a les diagonales FE et GL ont le même milieu I. Donc, c'est quoi l'avantage de cette phrase? C'est-à-dire, donc, I est le milieu du segment GL. Donc, tout ce qu'on a fait, c'est reformuler une phrase qui contient le point L avec le mot milieu. Donc,
C'est ça notre objectif. Je veux déterminer une phrase qui contient le mot milieu avec le point L. Les coordonnées du point I sont connues. Les coordonnées du point G sont connues. Quel est notre objectif? Trouver les coordonnées du point L. Donc, comme I est le milieu du segment GL, alors l'abscisse du point I, c'est l'abscisse du point G plus l'abscisse du point L, le tout sur 2. Et on a aussi l'ordonnée du point I égale l'ordonnée du point G plus l'ordonnée du point L, le tout sur 2. Donc, qu'est-ce qu'on a déterminé des égalités? Est-ce que l'abscisse du point I c'est connu? Oui, c'est connu, c'est déjà calculé. C'est pour cela la deuxième question, c'était trouver les coordonnées du point I. Donc, je remplace x de I par moins 2. L'abscisse du point G c'est connu? Oui, c'est précision, oh, c'est moins 2. L'abscisse du point L, c'est une inconnue. Donc, qu'est-ce qu'on nomme cette expression en maths? Donc, c'est une équation, vous écrivez devant vous. Ok? C'est une équation du premier degré de type A sur B égale C sur D. On applique le produit en croix. C'est comme on a moins 2 sur 1. Qu'est-ce qu'on trouve alors? Équivaut, alors on met, c'est une équation, moins 2 fois 2 c'est moins 4, égale alors à moins 2 plus x de L. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? C'est une équation de premier degré, on isole x de L au second membre ou bien au premier membre, et on trouve alors que x de L c'est moins 4 plus 2, donc x de L c'est égal à moins 2. Alors on fait la même chose pour l'ordonnée du point L. Donc on remplace chacun par sa valeur. Y de I c'est connu, c'est déjà calculé, moins 5 sur 2. Égale, Y de G c'est égal à 2. Y de L c'est une inconnue, le tout sur 2. Quand même, le même principe, on a une équation du premier degré, cette fois de type A sur B égale C sur D aussi. C'est pour cela qu'on a deux fractions égales de même dénominateur, alors les numérateurs sont égaux. Donc, équivaut alors à moins 5, c'est égal à 2 plus Y de L. On isole Y de L au premier membre ou bien au second membre, on trouve que c'est moins 5 moins 2. Alors Y de L égale à moins 7. Donc, conclusion, les coordonnées du point L sont moins 2, moins 7. Donc, L c'est de coordonnées moins 2, moins 7. Vérifions notre calcul. On doit reculer 2 unités de l'origine, puis on doit descendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai exactement le point L. Donc, on a bien calculé les coordonnées du point L. Ok? Donc, c'était la correction du devoir. Je vous rappelle, pour trouver les coordonnées d'un point, on souhaite que le point soit le milieu d'un segment. Sinon, on souhaite déterminer une phrase qui contient le point que je veux calculer ses coordonnées avec le mot milieu, comme on a fait dans la dernière question. Donc, on a déjà déterminé une phrase qui contient le point L avec le mot milieu. Comment on a cherché cette phrase? En utilisant l'avantage du parallélogramme que ces diagonales ont le même milieu. Alors, je passe à introduire un nouveau chapitre, c'est un chapitre qui est très simple. Ok? Donc, c'est un chapitre d'algèbre. Le chapitre, c'est expression fractionnelle. Avant tout, je veux expliquer qu'est-ce qu'une expression fractionnelle. Donc, une expression fractionnelle, c'est une expression algébrique. Je vous rappelle, une expression algébrique, c'est une expression qui dépend d'une ou bien de plusieurs variables, qui contient alors les opérateurs. Ok? Par exemple, supposons j'écris A, ok? X au carré moins 3x plus 1. Qu'est-ce qu'on dit alors? A est une expression algébrique qui dépend de la variable x. Pour chaque valeur de x, j'ai une image pour A et je fais mon calcul et je veux reformuler l'expression par un tableau. Ok? Donc, peut-être x c'est le jour, et now A c'est le prix de dollars en livres japonaises. Donc, on peut donner beaucoup d'exemples. Alors, on doit expliquer que c'est une expression algébrique. Donc, ce qu'on doit expliquer aujourd'hui, qu'est-ce qu'une expression fractionnelle? Une expression fractionnelle, c'est une expression algébrique, mais ayant la forme d'une fraction. Supposons je vous donne B, c'est égal, par exemple, à x au carré moins 3x plus 1 sur x moins 2. Donc, qu'est-ce que je nomme B alors? C'est une expression fractionnelle.
Ok? Donc, qu'est-ce qu'une expression fractionnelle? C'est une expression algébrique ayant la forme d'une fraction. Ok? Donc, ce qu'on doit apprendre, comment écrire une expression fractionnelle d'une façon simple. Donc, je commence par vous donner des expressions fractionnelles qui sont très simples. Supposons, je vous donne, par exemple, C, l'expression algébrique c'est égal à 2x sur x. Qu'est-ce qu'on dit alors? C est une expression algébrique. Ok? Donc, qui dépend de quelle variable? X. Donc, on dit C est une expression algébrique. De plus, elle est une expression fractionnelle qui dépend de la variable x. Que signifie C est une expression algébrique qui dépend de la variable x? Pour chaque valeur de x, j'ai une image ou bien une réponse pour C. Je veux essayer d'écrire l'expression algébrique C d'une autre façon. Donc C, c'est une expression algébrique qui dépend de x. Avant, je vais vous donner cette remarque. C est une expression algébrique qui dépend de x. On peut l'écrire avec C de x égale à 2x sur x. Ok? Donc, lorsque vous trouvez une telle écriture devant vous, que signifie C parenthèse x? C'est-à-dire C dépend de la variable x. C'est-à-dire, pour chaque valeur de x, j'ai une image ou bien une réponse pour C. Ok? Je veux donner des valeurs. Supposons x est égal à 3. C, ça doit être combien? 2 fois 3 sur 3. Donc, ou bien on fait le calcul, ou bien on simplifie. Qu'est-ce qu'on doit avoir? 2. Supposons que x est égal à 10. Donc, qu'est-ce qu'on doit avoir? 2 fois 10, le tout sur 10. On simplifie, ça nous donne 2. Supposons que c'est égal à moins 4. Donc, x est égal à moins 4. C, ça doit être 2 fois moins 4 sur moins 4 nous donne 2. Supposons x est égal à 8. On doit avoir 2 fois 8, le tout sur 8, 16 sur 8, ou bien on simplifie, on doit avoir aussi 2. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Que C, c'est égal à une constante. Parce qu'on ne peut pas affirmer, on dit C semble être égal à une constante. Quelle est cette constante? 2, 2, 2, 2, 2. Pour chaque valeur de x, qu'est-ce que j'ai? Le nombre 2. Supposons que je vous demande de remplacer x par 0. Qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez 2 fois 0 sur 0. Donc, c'est 0 sur 0. Or, 0 sur 0, c'est combien en maths? C'est erreur. Donc, ce n'est pas égal à un nombre. Donc, est-ce que C, c'est égal à 2 pour toutes les valeurs de x? Là. C, c'est presque égal à 2 pour toutes les valeurs de x, sauf pour une seule valeur. Quelle est cette valeur? Le 0. Donc, c'est quoi l'objectif de ce chapitre? Comment écrire une expression fractionnaire d'une façon simple? Donc, qu'est-ce qu'on remarque alors? On a vérifié que C de x est égal à 2x sur x. Alors, je veux expliquer la différence entre ces deux écritures. C de x égale à 2x sur x. Qu'est-ce qu'on a remarqué? Que à chaque fois que je veux remplacer x par sa valeur, qu'est-ce que je dois avoir? Je dois avoir 2. Est-ce que cette écriture c'est vrai? Non. Que signifie C de x égale à 2? Donc cette écriture c'est incorrect. Si un C de x égale à 2, c'est-à-dire pour chaque valeur de x, je dois avoir un 2. Donc, pour chaque valeur de x, je dois avoir 2. Si x égale à 1, je dois avoir 2. Si x égale à 10, je dois avoir 2. Si x égale à 9, je dois avoir 2. Si x égale à 0, je dois avoir un 2. Or, est-ce que C c'est égal à 2 pour toutes les valeurs de x? Regardez. Donc, C c'est égal à 2 pour toutes les valeurs de x, sauf quelle valeur? Sauf le 0. Donc, cette écriture c'est fausse. Qu'est-ce qu'on doit écrire alors? Donc, si je vous demande d'écrire C d'une façon simple, qu'est-ce que vous dites? On a déjà C de x égale à 2x sur x. Donc vous dites, avant de dire que c'est égal à 2, pour x égale à 0, C de x ou bien C, les deux sont justes, c'est égal à 2x sur x. Une fois on simplifie, qu'est-ce qu'on doit avoir? Un 2. Yani,
C, c'est égal à 2 pour toutes les valeurs sauf pour 0. Que signifie cette information? Remarque, pour x égale à 0, C égale à erreur. C égale à erreur, C n'existe pas. Ok? Donc, je répète, notre objectif c'est d'apprendre comment simplifier ou bien comment écrire une expression fractionnelle d'une façon simple. J'ai commencé par l'expression la plus simple, ok? Dans la suite, on doit écrire cette expression d'une façon qui est plus simple. Ok? Donc, je vous donne un autre exemple. Je vous donne par exemple cette fraction. B, c'est égal à x moins 2 sur x moins 2. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on comprend? B est une expression fractionnelle, ok? Qui dépend de la variable x. C'est-à-dire, pour chaque valeur de x, j'ai une réponse pour b. Donc, je veux reformuler cette expression fractionnelle par ce tableau. Donc, pour chaque valeur de x, j'ai une réponse pour b. Je vous rappelle, vous pouvez écrire b de x si vous voulez. b de x, c'est-à-dire b répond de x. Ok? Donc, pour chaque valeur de x, j'ai une réponse pour b. Donc, on prend des exemples. Supposons si x égale à 0, qu'est-ce que je dois avoir? 0 moins 2 sur 0 moins 2. Donc, c'est égal à moins 2 sur moins 2. C'est combien? 1. Je veux remplacer x par 1. Supposons que je remplace x par 1. Je dois avoir 1 moins 2 sur 1 moins 2. Ça me donne moins 1 sur moins 1. La réponse, c'est 1 aussi. Je veux remplacer x par 2. En remplaçant x par 2, on trouve 2 moins 2 sur 2 moins 2, c'est 0 sur 0, ça nous donne erreur. Donc, que signifie pour x égale à 2, on a erreur? Yani pour x égale à 2, b n'existe pas. C'est-à-dire, pour x égale à 2, b n'existe pas. Ou bien b n'a pas une réponse, ou bien n'a pas une image. Donc, on continue. Supposons x égale à 5. Qu'est-ce qu'on doit avoir alors? 5 moins 2 sur 5 moins 2, c'est 3 sur 3 nous donne 1. Si x égale à 10, on doit avoir 10 moins 2 sur 10 moins 2, 8 sur 8, ça nous donne aussi 1. Donc, qu'est-ce qu'on remarque alors? Donc, on remarque que pour n'importe quelle valeur de x, sauf le 2, qu'est-ce qu'on doit avoir comme réponse? 1, 1, 1, 1, même dans les autres cas, on doit avoir 1, 1, 1, 1. Comment on peut écrire alors b d'une autre façon? Donc, b, c'est vrai que c'est égal à x moins 2 sur x moins 2. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire? Pour x égale à, pour x différent de 2, on a alors b, c'est égal à combien? À x moins 2 sur x moins 2, qui n'est autre que 1, car on peut simplifier. Ok? Donc là, je veux corriger. Là, pour x différent de 0, c'est pas pour x égale à 0. Yani, pour toutes les valeurs de x sauf 0, on a c égale à 2. Là, on a, pour toutes les valeurs de x sauf le nombre de talats, pour n'importe quelle valeur de x sauf le 2, qu'est-ce qu'on doit avoir? La réponse 1. Et en 2, qu'est-ce qu'on doit avoir? Erreur. Donc, on dit en 2, on a erreur. Si je remplace x par 2 là, qu'est-ce que je dois avoir? 0 sur 0, c'est erreur. Donc, je répète, lorsqu'on a alors une expression fractionnelle, d'habitude, on a des valeurs interdites. Yani, qu'est-ce qu'on nomme le nombre 2? On dit que le nombre 2 est une valeur interdite. Est une valeur interdite. Que signifie une valeur interdite? Yani, je ne peux pas remplacer x par 2 dans cette expression algébrique. Je vous donne un autre exemple. Ok? Donc, en supposant, je veux déterminer le prix de dollar en livres libanaises. Je pose la question. Lundi, c'est combien le prix? Je trouve, par exemple, 4300. Mardi, ainsi de suite, je trouve une réponse. Mercredi, je trouve une réponse. Supposons, je pose la question dimanche. Donc, on ne peut pas avoir une réponse, car le marché financier s'est fermé alors durant le week-end, surtout les dimanches. Yann, en supposant GB, que représente D? C'est le prix de dollar en livres libanaises. Ok? Le X, c'est le jour. Donc, je pose la première question. Donc, X me donne D. Lundi,
c'était combien le dollar? Supposons 4300. Mardi, c'était combien le dollar? 4700. Je mets n'importe quoi, ok? Mercredi, c'était combien le dollar en livres libanaises? Supposons 5000. Halla, dimanche, le dimanche c'est représenté par quelle valeur de x par 7? C'est le 7e jour de la semaine. C'est combien le prix de dollar en livres libanaises? Qu'est-ce que je dois avoir? Ever. Ok? Donc, dans ce cas, je ne peux pas connaître le prix de dollar en livres libanaises le dimanche. Pourquoi? Car le marché financier s'est fermé. Donc, à chaque fois que j'ai une expression algébrique, je veux savoir quand est-ce que je peux utiliser cette expression. Surtout lorsqu'on a des expressions fractionnaires. Est-ce que je peux remplacer x par n'importe quelle valeur pour une expression fractionnaire? Non. On peut remplacer pour quelques valeurs et on a des valeurs qu'on les nomme des valeurs interdites. Qu'est-ce qu'une valeur interdite dans une expression fractionnaire? C'est la valeur qui annule le dénominateur. Pourquoi? Car je ne peux pas diviser par 0. Ok? Je vous donne une autre expression. Donc, supposons je vous donne l'expression algébrique f c'est égal à x moins 2 sur 3 moins x. C'est une expression algébrique qui dépend de quelle variable? De la variable x. Pour chaque valeur de x, j'ai une réponse pour s. Donc, supposons je remplace x par 1. Qu'est-ce que je dois avoir? 1 moins 2 sur 3 moins 1, c'est moins 1 demi. Supposons je remplace x par 2. Je dois avoir 2 moins 2 sur 3 moins 2, c'est 0 sur 1. 0 sur 1, c'est égal à 0 et non pas erreur. Supposons je remplace x par 3. Je dois avoir 3 moins 2 sur 3 moins 3, c'est 1 sur 0. Qu'est-ce que je dois avoir? Erreur. Supposons je remplace x par 4. Donc je dois avoir 4 moins 2 sur 3 moins 4, ça nous donne 2 sur moins 1, c'est moins 2. Donc qu'est-ce que je remarque? Est-ce que j'ai des valeurs qui se répètent? Non, pas là. Parfois la réponse c'est moins 1,5, parfois c'est 0, parfois c'est moins 2, parfois c'est quoi? Erreur. Donc qu'est-ce que je remarque alors? Donc on dit S, dit en fait c'est égal à x moins 2 sur 3 moins x. Donc je peux remplacer x par n'importe quelle valeur? Non. Donc avant d'écrire que S est égal à cette expression, qu'est-ce qu'il faut dire? Pour x différent de 3, on a S qui est égal à cette expression parce qu'on ne peut pas l'écrire d'une façon simple. Donc qu'est-ce qu'on dit alors? 3 est la valeur interdite. Que signifie la valeur interdite? Pour x égale à 3, S n'existe pas. Et pour d'autres valeurs de x autres que 3, comment je calcule la valeur de S? Je remplace x par sa valeur dans cette expression. Ok? Donc, alors quel est notre objectif? Objectif du chapitre. Comment simplifier ou bien écrire une expression algébrique d'une autre façon? Comment réduire, je veux dire, ou bien simplifier une expression fractionnaire. Pour simplifier une expression fractionnaire, le truc consiste à déterminer là ou bien les valeurs interdites s'ils existent. Parfois, on a des valeurs qu'on ne peut pas leur remplacer dans une expression algébrique. Donc, qu'est-ce qu'on les nomme? Ce sont des valeurs interdites. Donc, qu'est-ce qu'une valeur interdite alors? La valeur interdite, c'est la valeur qui annule le dénominateur. Donc, vocabulaire, dans une expression fractionnaire, donc une valeur interdite donc annule le dénominateur de la fraction. Ok? Donc, regardez alors quelles sont les étapes à suivre pour simplifier une expression fractionnaire. Je vous donne par exemple cette expression. Donc, je vous donne par exemple f qui dépend de la variable x est égal à x moins 2 sur x au carré moins 4. Et je vous demande de simplifier cette expression. Donc, on doit essayer d'écrire f d'une façon simple.
Quelles sont les étapes à suivre pour simplifier une expression? Alors, si f c'est une expression fractionnaire. Pour chaque valeur de x, j'ai une réponse. Peut-être j'ai des valeurs interdites. Qu'est-ce qu'une valeur interdite? C'est la valeur qui annule le dénominateur. Ok? Regardez ce qu'on doit faire. Donc, avant de simplifier la fraction, je vais vous donner juste une remarque. Donc, remarque. Supposons que je vous demande de résoudre x moins 2 facteur de x plus 2, c'est égal à 0. Supposons. Donc, qu'est-ce que vous dites? On a une équation de type a fois b égale à 0, donc équivaut à a égale à 0 ou bien b égale à 0, donc équivaut à x égale à 2 ou bien x égale à moins 2. Si je remplace x par 2 ou bien par moins 2, je dois avoir un 0. Ok? Donc, supposons cette fois, je vous demande de résoudre cette équation. X moins 2 facteur de x plus 2, c'est différent de 0. C'est comme je pose la question, quand est-ce que a fois b, c'est différent de 0? Alors, supposons, j'ai ce bic devant moi. Je vous demande, par exemple, de tirer un bic. Ok? Ou bien un crayon. Je vous dis, si vous tirez un bic rouge, ou bien le crayon à mine, vous gagnez. Celui qui tire le bic rouge, ou bien par exemple le bic bleu, il aura un plus 1. Ok? Sinon, vous perdez. Si je veux reformuler une phrase, dans quel cas je perds alors un 1? Qu'est-ce que je veux faire? Donc, pour perdre alors, je ne dois pas tirer ni le bic rouge et ni le bic bleu. Donc, je répète, pour gagner, je veux tirer ou bien le bic rouge ou bien le bic bleu. Si je tire le bic bleu, je gagne. Si je tire le bic rouge, je gagne. Si je tire le crayon à mine, je perds. Si je veux reformuler une phrase avec le mot paire. Donc, pour avoir une paire, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit pas tirer ni le bic rouge et ni le bic bleu. Pour que a fois b égale à 0, qu'est-ce que vous dites? Il faut que a soit 0 ou bien b soit 0. Pour gagner, il faut que a soit 0 ou bien b soit 0. Pour perdre, pour que a fois b soit différent de 0, qu'est-ce qu'on doit avoir? Il ne faut que ni a soit égal à 0 et ni b peut être égal à 0. Donc, quand est-ce que a fois b c'est différent de 0? Donc, dans le cas où a c'est différent de 0 et b différent de 0, on ne peut pas avoir un 0 dans aucun des deux facteurs. Qu'est-ce qu'on doit avoir alors? X ça doit être différent de 2 et x ça doit être différent de moins 2. Si vous remplacez x par n'importe quelle valeur de x autre que 2 et moins 2, vous ne trouvez pas un 0. On doit beaucoup utiliser cette propriété dans ces exercices-là. Ok? Donc, je répète, pour gagner, il faut avoir ou bien un bic rouge ou bien un bic bleu. Pour perdre, alors, il ne faut pas tirer ni un bic rouge ni un bic bleu. Donc, on revient à cet exercice. Donc, pour simplifier une expression fractionnaire, première étape consiste à factoriser le numérateur et le dénominateur. Pourquoi? J'ai besoin de chercher les valeurs interdites. J'ai besoin de résoudre le dénominateur, c'est différent de 0. Parce que pour résoudre une équation de second degré, on souhaite d'avoir une forme factorisée. Et pour simplifier une fraction, lorsque je vous demande de simplifier par exemple 8 sur 4, que faites-vous? Vous écrivez le 8, 4 fois 2 sur 4 fois 1, vous simplifiez. Ok, vous trouvez que c'est 2. Pour simplifier une fraction, qu'est-ce que vous souhaitez d'avoir? Un produit de facteurs? Oui ou non? Donc, c'est quoi la première étape alors? Première étape, factoriser le numérateur et le dénominateur. Donc, je veux supposer que f c'est la forme numérateur sur dénominateur. Ok? Deuxième étape, ce n'est pas simplifier, c'est déterminer les valeurs interdites. Donc, comment on détermine les valeurs interdites? En résolvant l'équation, le dénominateur, ça doit être différent de 0. Ok? Alors, comment on résout une telle équation? C'est à partir de la forme a fois b différent de 0 équivaut a différent de 0 et b différent de 0. S'il vous plaît, vous entourez le et.
Ok, c'est l'exemple de bic rouge et de bic bleu. Troisième étape, c'est simplifier. Exemple. Donc, on a f de x égale x moins 2 sur x au carré moins 4. C'est quoi la première étape? Factoriser le numérateur et le dénominateur. Donc, x moins 2 sur x2 moins 4, différence des carrés, x moins 2 facteur de x plus 2. Alors, mais je vous simplifie, vous dites oui, on a un facteur en commun, on simplifie. Non, on passe à quoi alors à chercher les valeurs interdites. Deuxième étape, vous dites f existe si le dénominateur c'est différent de 0. Qui joue le rôle de dénominateur? C'est x moins 2 facteur de x plus 2, c'est différent de 0. C'est quelle forme? C'est a fois b différent de 0. Donc, équivaut alors à x c'est différent de 2 et x c'est différent de moins 2. Donc, on a cherché les valeurs interdites. Donc, on dit f existe pour n'importe quelle valeur de x, sauf pour les valeurs 2 et moins 2. Donc, f existe pour toutes les valeurs de x, sauf 2 et moins 2. Troisième étape, on passe à simplifier. Pour simplifier, vous dites pour x différent de 2 et x différent de moins 2, grand f de x est égal à x moins 2 sur x moins 2 facteur de x plus 2. Qu'est-ce qu'on peut faire alors maintenant? On peut simplifier, c'est 1 sur x plus 2. Alors, voilà alors les deux expressions. Vous avez cette expression et vous avez l'expression initiale. Ok? Vous avez ces deux expressions. Cette expression, c'est la même que la dernière, dans quel cas? Pour x différent de 2 et pour x différent de moins 2. Ok? Yann. Si vous remplacez x par 2, vous trouvez erreur. Si vous remplacez x par moins 2, vous trouvez erreur. Alors, si vous voulez remplacer x par un nombre autre que 2 et de moins 2, vous pouvez remplacer sa valeur ou bien dans cette expression ou bien dans la dernière qui est la plus simple. Donc, s'il vous plaît, voilà les étapes à suivre pour simplifier une expression fractionnaire. Première étape, factoriser le numérateur et le dénominateur. Deuxième étape, c'est déterminer les valeurs interdites en résolvant l'équation. Le dénominateur, ça doit être différent de 0. N'oubliez pas que a fois b, c'est différent de 0 pour a différent de 0 et b différent de 0. Et troisième étape, c'est simplifier, car lorsqu'on a un produit, on peut simplifier dans le cas où on a des facteurs en commun. Merci Catherine.